vu, donc, je rappelle grosso modo ce que sont les problèmes essentiels qui se posent devant l'archéologue, c'est-à-dire dater les objets qu'il découvre. Ça, c'est toujours le grand problème, le problème numéro un. Pour cela, donc, on utilise essentiellement, on l'a vu la dernière fois, la datation séquentielle, c'est-à-dire la datation par comment dirais-je, un tableau synoptique des poteries qui sont trouvées un peu partout dans le pays et au-delà du pays. Et ensuite, quand on a établi cette datation séquentielle à partir de documents uniquement archéologiques, on fait un rapprochement avec l'histoire. Là, il n'y a pas finalement de cloison étanche entre l'archéologie et l'histoire, comme certains nouveaux archéologues voudraient nous faire croire. Un archéologue est obligé de se référer à l'histoire à un moment ou à un autre. Il ne peut pas échapper à cette question. Alors, nous avons vu que pour ce qui concerne l'archéologie du Moyen-Orient, ce qui est quand même notre sujet, l'archéologie biblique, si on veut, nous avons donc une référence incontournable également pour la chronologie. C'est la table de Manéthos, prêtre égyptien donc de l'époque ptolémaïque, c'est-à-dire des successeurs d'Alexandre, après l'Égypte pharaonique, qui a classé l'histoire de son peuple, l'histoire de l'Égypte, depuis les origines jusqu'à la conquête d'Alexandre le Grand, sous forme de 30 dynasties. Bon. Et nonobstant, comme nous l'avons vu la dernière fois, quelques erreurs de détail qu'on parvient à corriger grosso modo, la chronologie de Manéthos est encore aujourd'hui la base aussi à la fois de l'histoire du Moyen-Orient dans son ensemble et de l'archéologie, bien entendu. Bon, nous avons vu que, grosso modo, la liste de Manéthos reprend la division donc qui est classique dans l'archéologie pour l'égyptologie, disons, c'est-à-dire d'abord ce qu'on appelle l'Ancien Empire, suivi par ce qu'on appelle la première période intermédiaire, première période de chaos, à laquelle succède le Moyen Empire, qui sera aussi suivi par une deuxième période de chaos, puis le Nouvel Empire, l'apogée de l'Égypte, si l'on peut dire, n'est-ce pas ? Et puis finalement, à partir du premier millénaire, grosso modo, la décadence égyptienne jusqu'à la conquête d'Alexandre, quoi. Décadence égyptienne avec des renaissances temporaires, disons. Nous avons vu qu'à cette chronologie égyptienne, qui est la base, il correspond une chronologie mésopotamienne que l'on peut justement redéfinir en partant justement de la chronologie égyptienne. La chronologie égyptienne est la base, et avec laquelle on peut faire un synchronisme. Et nous avons vu que finalement les mêmes phénomènes que ceux qui se sont produits en Égypte se produisent également en Mésopotamie. À l'ancien empire égyptien correspond, disons, l'ancienne histoire de la Mésopotamie. Ça veut dire d'abord l'histoire de l'empire de Sumer et d'Akkad, à laquelle ensuite succède l'empire égyptien, l'empire babylonien. C'est la grande période de Hammurabi en particulier. L'empire babylonien qui étend aussi son hégémonie jusque sur le Haut-Euphrate, disons, sur tous les peuples de ce qu'on appelle les Sémites de l'Est, par opposition aux Amoréens, qui sont les Sémites de l'Ouest. Hein. Et à la fin de cette période, intervient aussi, à la même période que la première période intermédiaire égyptienne, une période de décadence de l'empire babylonien, sous les coups de Bédouins venus du désert, les Kashdim, comme on les appelle. Puis, nous avons donc... pardon, je me suis trompé. La première période intermédiaire est à la fin de l'empire de Sumer et d'Akkad,
l'Empire babylonien et la correspond à l'époque du Moyen Empire égyptien. Donc la décadence à la fin de l'époque du Nouvel Empire, de l'Empire babylonien, c'est la deuxième période intermédiaire égyptienne. Puis nous avons donc la période assyrienne, et enfin la période chaldéenne ou néo-babylonienne. Alors attention, ne confondez pas, comme on le fait souvent quand on lit la Bible, des gens qui ne connaissent pas l'histoire ancienne, ils confondent justement l'époque babylonienne et l'époque néo-babylonienne, l'époque chaldéenne. Ça veut dire qu'on appelle babylonien l'époque de Nebuchadnezzar, de la déportation à Babylone et tout ça. En fait, les historiens, les assyriologues font une différence entre la période babylonienne proprement dite, qui est celle du XVIIe siècle, grosso modo, enfin du XIXe, disons, jusqu'à la fin du XVIIe, jusqu'à la fin du XVIe même, qui est donc la période babylonienne, de l'Empire babylonien. Et puis, à la fin donc, de ce qu'on appelle l'époque assyrienne, il y a une résurgence de Babylone que l'on connaît sous le nom de Empire chaldéen et Empire néo-babylonien, dont le fondateur est Nabopolassar, qui est le père de Nabuchodonosor, et qui prend fin donc en 606, donc sous les coups des Égyptiens, de la résurgence, n'est-ce pas, de une des dernières dynasties dynamiques de l'Égypte, et puis des Perses, des Médo-Perses exactement, qui viennent du nord, par rapport à la Babylonie, bien entendu. Après cela, évidemment, comment dirais-je, l'archéologie reprend une classification qui est une classification historique. Une classification historique, car à partir de 333, le Moyen-Orient dans son ensemble est colonisé par les Grecs d'Alexandre le Grand, et on va appeler toute cette période, aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie, la période hellénistique. La période hellénistique à laquelle succède la période romaine, puisque Rome va succéder à Alexandre le Grand pour ce qui concerne justement la création d'un empire au Moyen-Orient. Et par conséquent, on va appeler cette période l'époque romaine, tout simplement. Bon, après cela, après l'époque romaine, succède l'époque byzantine, c'est-à-dire au moment de la chute de Rome. Commence l'époque byzantine sur le plan historique, et on reprend cela parce que finalement, l'Empire byzantin va aussi unifier l'ensemble du Moyen-Orient. L'époque byzantine dure jusqu'à l'époque arabe, et l'époque arabe est elle-même divisée dans les divisions classiques, si vous voulez, de l'histoire, c'est-à-dire l'époque omeyyade, l'époque des Fatimides, des Abbassides, des Mamelouks et des Ottomans. Voilà, grosso modo, si vous voulez, on reprend à partir de ce moment-là la classification historique en archéologie. Donc ça nous montre aussi à quel point archéologie et histoire sont mêlées. Et plus on avance, évidemment, dans les temps historiques, et plus l'importance de l'histoire est grande. Parce que, finalement, là, les documents écrits jettent une lumière beaucoup plus vive sur le passé que l'archéologie. Donc, on peut dire qu'à partir, si vous voulez, grosso modo, de l'époque hellénistique, c'est l'histoire qui prend le pas sur l'archéologie. Alors que, si vous voulez, dans les époques précédentes, c'est un petit peu l'inverse qui aurait tendance à être. Maintenant, ayant posé cela, nous arrivons au pays d'Israël. Le pays d'Israël, d'abord, il faut avoir une idée de sa situation géographique. Ça, je crois que là, il faut se représenter un petit peu ça. Avec ce que nous avons appelé justement du croissant fertile. Croissant fertile. Ça, c'est l'Anatolie, c'est-à-dire la Syrie actuelle, ici l'Égypte. Ici, donc, nous avons le Sinaï, la mer Rouge, l'Arabie, qui commence par là. Ici, le pays d'Israël avec la mer Morte, le Jourdain, le lac de Kinneret. Voilà, le Jourdain.
ici nous avons le Litanie, hein, avec les montagnes du Liban. Et puis donc ici nous avons le Tigre et l'Euphrate. Bon, ma carte ici est un petit peu, il faudrait plus de place, hein, mais je triche, hein, je triche. Donc ici c'est toute la Mésopotamie, si vous voulez. Bon. Alors maintenant ici, nous avons vu, c'est cette région qu'on appelle le croissant fertile. C'est-à-dire que le croissant fertile, c'est dans un désert. Toute cette région du Moyen-Orient est un désert, qui est traversé par, on a vu, deux systèmes de fleuves, le Nil et le Tigre et l'Euphrate. Avec entre deux, donc, une région intermédiaire, Syrie et Eretz Israël, donc avec le Litanie et le Jourdain. Bon. Maintenant, ici, ce qui est à considérer, c'est la place de cette région de Syrie-Israël. Syrie, Liban, Israël, s'il vous plaît. D'abord, par rapport aux deux grands systèmes et aux deux grands empires qui vont naître dans ces deux grands systèmes de fleuves, cette région est petite. Donc, si vous voulez, elle ne va pas pouvoir constituer un empire, sauf en des rares occasions, comme à l'époque de David et de Salomon, qui va pouvoir rivaliser avec les deux autres. Mais maintenant, nous voyons aussi une chose. Si nous voulons aller de Mésopotamie en Égypte, pour des raisons commerciales par exemple, ou l'inverse, d'Égypte en Mésopotamie. Alors on a deux moyens de faire. On peut faire par mer. Et dès l'Ancien Empire, et dès les aurores de l'humanité, on entend parler justement de tout un trafic maritime qui se fait par cabotage, évidemment, le long des côtes. On n'a pas les moyens techniques à cette époque-là de s'éloigner beaucoup des côtes. Et notamment, il y a une ville qui va jouer un rôle extrêmement important dans ce qui concerne les relations avec l'Égypte, c'est la ville de Gval, que les Grecs vont appeler Byblos. Gval, dès l'époque du Moyen Empire, va être une colonie égyptienne. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, se développent notamment tous les processus de momification, de tout ça, donc tout ce qui touche autour de l'embaumement, du culte des morts, qui se développe en Égypte, c'est l'époque des grandes pyramides. Hein. On a besoin de bois pour faire les cercueils. C'est surtout pour ça qu'on a besoin de bois. L'architecture se passe de bois. On fait une architecture avec des voûtes de pierre, donc comment dirais-je, des charpentes de pierre, donc c'est pas un problème. C'est pas tellement pour ça qu'on a besoin de bois. Mais pour les cercueils, on a besoin de bois. On a aussi besoin de bitume, qui est un des éléments qui entre dans le processus d'embaumement. Donc, il faut contrôler essentiellement la région de la mer Morte, qui est la région où il y a du bitume. Val va donc, si vous voulez, est au débouché des forêts du Liban, des montagnes du Liban, célèbres notamment par les cèdres. Et donc, les pharaons de l'Ancien Empire vont contrôler la ville de Gval, qui va servir de port où sont regroupés les troncs de cèdre qui sont coupés dans les montagnes et qui vont être transportés par mer en Égypte. Mais il n'y a pas que le commerce maritime. Il y a un autre type de commerce qui se développe, c'est le commerce terrestre. Et le commerce terrestre va suivre deux grandes routes internationales qui sont encore aujourd'hui en exercice. La première, c'est ce qu'on appelle la route de la mer. Der Hayam, il en est question dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 9, par exemple, aussi dans l'évangile de Matthieu. Les Romains l'appelaient de leur temps Via Maris, ça veut dire la même chose, en latin. C'est une route qui part ici du nord du delta, qui passe ici, donc, la région de Suez, et qui suit la côte. Ah oui, ma carte n'est pas très belle ici. Donc, si j'étais à l'école, en CP, mon directeur me tirait les oreilles. Hein. Pas vrai? Bon. Alors, elle longe la côte du Sinaï, que la Bible appelle la route du pays des Philistins, arrive à Gaza, qui est un point très très important stratégiquement jusqu'à nos jours, parce que c'est la porte, pour les Égyptiens, c'est la porte d'entrée en Asie. Hein, tout le reste c'est du désert. Et là donc, elle suit la côte, la vallée du Sharon, d'où le nom de Via Maris. Elle longe la mer, passe par Jaffa, etc.
Et là, elle se heurte au massif du Carmel. Le massif du Carmel, si vous voulez, qui voilà, forme ce promontoire dans la mer, se trouve actuellement dans la ville de Haïfa. Et là, vous avez la chaîne de montagnes centrales du pays, les montagnes de Samarie et les montagnes de Juda. Et là, la chaîne des montagnes de Samarie se heurte au massif du Carmel. Et puis, vous avez ici une plaine, la plaine d'Israël, voilà, qui va donc jusqu'au Jourdain. Et puis, vous avez à nouveau ici des montagnes de basse puis de haute Galilée. Autrement dit, si vous voulez, la route de la mer ici se heurte à un obstacle, un double obstacle, celui du Carmel et celui des montagnes de Samarie, du nord des montagnes de Samarie, la région de Jénin, dont on parle beaucoup actuellement dans les bulletins d'information. Et entre les deux, là vous avez deux possibilités. Vous avez entre les deux massifs de montagnes une toute petite passe, qu'on appelle Wadi Hara, à laquelle passe la route moderne actuellement, et qui débouche dans la vallée d'Israël, après avoir traversé cette gorge encaissée de montagnes, donc extrêmement dangereuse, parce qu'il suffit évidemment de cueillir ici ceux qui arrivent là au débouché du défilé, et vous comprenez que si on a des mauvaises intentions, eh bien on a quoi faire infliger de cuisants souvenirs à ceux qui passent là. Donc de tout temps a été installée ici une place forte essentielle dans toute l'histoire du pays, qui est la place de Megiddo, au débouché du Wadi Hara, les plus anciennes villes d'Israël. Maintenant, vous avez, si vous voulez éviter cette route-là, vous avez une autre possibilité, c'est de contourner ici le massif du Carmel en longeant la mer. Et là, soit vous remontez vers les villes phéniciennes, soit par la vallée d'Israël, vous rejoignez ici la branche qui vient du Wadi Hara. Maintenant, une autre possibilité, c'est justement de passer par Jénin, qui à l'époque biblique s'appelle En-Ganim ou Dotan. La Dotan biblique, c'est le Jénin moderne. Et là, vous avez une route, si vous voulez, qui débouche ici dans la région du Jourdain. Alors la même chose, vous pouvez rejoindre finalement la vallée d'Israël, qui est une voie de communication formidable. Alors là, si vous voulez, la route de la mer se poursuit par Nazareth, hein, en direction ici du Kinneret. Le Kinneret, il est plus haut que ça. La carte est fausse ici. Voilà. Donc on longe ici le Kinneret et on remonte ici beaucoup plus au nord dans ce qu'on appelle ici le pont des filles de Jacob, qui traverse le Jourdain. Encore aujourd'hui, c'est un endroit stratégique essentiel. Et là, on rejoint Kunetra, sur le plateau du Golan, Damas, dans le désert. Puis la haute Mésopotamie avec Palmyre, Tadmor, à l'époque biblique, Palmyre à l'époque classique, et on descend évidemment le long de la vallée du Tigre et de l'Euphrate jusqu'en Babylonie, jusqu'au golfe Persique. Voilà ce qu'on appelle la route de la mer. Une route internationale, essentielle à l'époque de la Bible, essentielle encore de nos jours, parce que c'est la seule route possible pour aller d'Irak en Égypte, et plus encore, pour aller d'Asie en Afrique. Seule route possible. Non, pas vraiment. Vous en avez une autre possible. Je m'appelle la route du roi. Il en est question aussi dans la Bible. Celle que les Israélites vont essayer de prendre quand ils vont sortir d'Égypte. On part ici, au contraire, du début du delta, du Caire, hein, le Caire moderne. Et là, on passe non plus au nord du canal de Suez, mais au sud. On traverse le Sinaï, de fond en comble. Jusqu'à Eilat, ici, Etzion-Geber. Et là, on a deux possibilités. Soit on continue en direction de l'Arabie, en direction de la Mecque. Ça, c'est la route, ce qu'on appelle aujourd'hui la route du Hajj, c'est la route du pèlerinage à la Mecque. Tous les musulmans qui viennent d'Afrique sont censés prendre cette route. Seulement, il y a un os aujourd'hui. C'est qu'ici, vous avez, dans cette région-ci,
12 km de côte qui sont utilisés, qui sont occupés par Israël. C'est la ville d'Elat. 12 km. 12 km qui ne sont pas entre les mains des musulmans. La route du Hadj est coupée. Vous comprenez? Ce que ça représente pour un musulman, c'est un sacrilège, c'est une abomination. La route du Hadj, même si c'est que 12 km, entre les mains des infidèles. Israël a dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez traverser cette route, que vous avez au pèlerinage. Pas question de passer sur une route qui est entre les mains des infidèles. Et c'est ça qui veut dire à Nasser, Israël est une arête dans la gorge du monde arabe. Une arête qui doit être absolument écartée. Là aussi, c'est ce que la Bible appelle Elat ou Etzion Geber. C'est le nom. Alors là, vous pouvez soit descendre vers la Mecque, comme j'ai dit tout à l'heure, mais vous pouvez aussi remonter vers le sud de la mer Morte, ce qu'on appelle la vallée de l'Arava. Il y a question de la route de l'Arava aussi dans la ville. Là, vous avez deux possibilités. Soit vous remontez ici en direction d'Hébron, Bethléem et Jérusalem, soit vous remontez le long de la mer Morte, longeant la vallée du Jourdain, que rejoint la route de la mer, ou alors, vous avez une autre possibilité, vous passez par le plateau transjordanien, la région d'Édom, Moab, Ammon, et là, vous rejoignez la route du roi, la route de la mer à Damas. Ça, c'est ce qu'on appelle la route du roi. Aujourd'hui, il y a une grande autoroute qui va donc de Damas à la Mecque et qui longe la route du roi traditionnelle par le sud de la Syrie et la Jordanie. Alors, vous voyez, ça, ce sont les deux routes internationales uniques. Vous vous dites, on peut passer par le désert. Oui, théoriquement, passer par le désert. Mais aujourd'hui même, c'est pas tellement facile. Et deuxièmement, à l'époque biblique, c'était encore pire, parce que s'aventurer dans le désert, il faut être des gens qui sont habitués au désert, qui connaissent le désert comme leur poche. Seuls les Bédouins sont capables de se déplacer dans le désert, parce qu'ils connaissent les points d'eau, parce qu'ils connaissent les routes qui mènent à ces points d'eau. Si vous vous égarez dans le désert, c'est la mort, pas de problème. Autant dire que le désert, à l'époque biblique, est un no man's land, d'autant plus que vous pouvez être attaqué par les Bédouins, justement, qui plus est, et que finalement, seules les routes qui sont répertoriées, les anciens sentiers, comme dit le livre de Jérémie, sont utilisés par les caravanes de marchands. Et quand vous voyez la situation actuelle, c'est encore comme ça aujourd'hui. Ça vous explique toute la géopolitique du Moyen-Orient pendant toute l'histoire du Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui encore, ça n'a pas changé. Il y a des autoroutes, mais finalement, pour aller de Mésopotamie en Égypte, pour aller d'Afrique en Asie ou d'Asie en Afrique, vous êtes obligé de passer par cette région du pays d'Israël, Jordanie, Syrie, Liban. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est pourquoi on assiste à cette loi, si vous voulez, cette loi géopolitique essentielle qui explique toute l'histoire du Moyen-Orient des origines à nos jours. C'est que vous avez toujours ici deux grands empires qui vont se créer. Ça, c'est une loi historique parce que ce sont des régions qui se prêtent à une implantation d'une population nombreuse. Ici, vous allez avoir, à cause de l'exiguïté du pays, un petit pays. Donc une population restreinte, qui ne pourra pas constituer un grand empire. Mais qui va être une voie de passage. Une voie de passage. Un carrefour de route. Mais non seulement c'est un carrefour de route, mais c'est aussi un carrefour de route maritime. Parce que nous avons vu déjà la naissance de la navigation dans la plus haute antiquité,
Mais très vite, vous allez avoir la Méditerranée qui va jouer un rôle de trait d'union entre tous les pays qui la composent, hein, grâce justement au développement de la navigation dès les aurores de l'humanité. La Méditerranée a ses grands avantages, c'est que c'est une petite mer fermée, qui plus est, donc elle se prête admirablement au cabotage. Nous avons vu qu'au début, on n'a pas d'autre moyen que de garder la côte à vue, hein, pour naviguer. Bon. Les Phéniciens sont les premiers à essayer justement de s'orienter sur les étoiles, et ils atteignent les îles de la mer, ce que la Bible appelle les îles de la mer. C'est-à-dire d'abord Chypre, Chypre qui va être la première colonie phénicienne, aux aurores de l'humanité également, et les Égyptiens aussi vont coloniser Chypre. Puis la Crète, d'où va naître une civilisation extrêmement brillante, la civilisation minoïenne à partir du XVIIe siècle, mais surtout qui connaîtra son apogée au XIIe siècle, XIIIe, XIIe siècle. Puis ensuite, la Grèce qui, à cause de sa configuration aussi maritime, va être un empire maritime dès les origines, hein, et puis ensuite Rome, etc. Hein. Bon. Les colonies phéniciennes vont être nombreuses dans le monde ancien. Les Phéniciens vont pousser jusqu'à l'Espagne, jusqu'au détroit de Gibraltar, hein, et semble-t-il, on est à peu près certain maintenant que les Phéniciens ont réussi à pousser au-delà du détroit de Gibraltar. Ils gardaient soigneusement et jalousement le secret de cette passe entre les deux comment dirais-je, extrémités du détroit, quoi, hein. Et on cite des cas, par exemple, où des navires grecs ont essayé de surprendre le secret des Phéniciens en suivant secrètement un bateau phénicien qui s'apprêtait à passer le détroit de Gibraltar. Le capitaine phénicien, quand il s'est rendu compte qu'il était suivi par un bateau grec, s'est fracassé lui-même sur les rochers pour éviter que le secret ne tombe entre les mains des étrangers. Et là donc, les Phéniciens remontaient vers le nord, en direction, enfin en longeant les côtes du Portugal, ensuite le cap Finistéré en Espagne, remonter vraisemblablement jusqu'en Scandinavie. C'est pourquoi il a pu y avoir, dès des temps extrêmement reculés, des contacts entre nos côtes ici, toutes les régions côtières ici de Bretagne. Nous allons voir notamment que, par exemple, la présence de mégalithes dans toutes ces régions a à voir vraisemblablement avec une influence d'une civilisation très ancienne qui est préhistorique, dans le sens qu'avant l'invention de l'écriture, qui a vraisemblablement à voir avec ce que la Bible appelle les géants, l'époque des géants. Il y avait des géants à ce moment-là sur la Terre. Là. Le caractère colossal de ces mégalithes a impressionné les populations qui sont venues après et qui donc ont pensé, avec raison, que ces gens ne pouvaient être que des êtres d'exception, donc les fameux, enfin traduit par géants, mais la Bible ne parle pas vraiment de géants d'ailleurs, on parle de néphilim, d'êtres bestiaux, déchus. Bon. Il y a un autre point aussi très intéressant, c'est la correspondance entre les navires phéniciens qu'on retrouve récemment. J'ai entendu dire qu'on découvrira encore au large de l'Italie cet an dernier, et les fameux draka vikings. L'architecture navale ressemble dans les deux cas, et on peut penser, beaucoup d'archéologues pensent, que les Vikings, en fin de compte, ont pris leur science navale des Phéniciens. Mais, dès l'époque du Moyen Empire, c'est-à-dire dès la 12e dynastie, 1900 Jésus-Christ même, les Phéniciens avaient réussi le premier contournement de l'Afrique. Passant le détroit de Gibraltar, ils avaient obliqué vers le sud en direction des côtes marocaines, côte du Sénégal, du golfe de Guinée, etc. Ils avaient passé le cap de Bonne-Espérance, et nous avons un récit de voyage qui nous est fait justement d'une expédition phénicienne à cette période-là, conjointement avec des Égyptiens qui font la même chose, donc à l'époque du Nouvel Empire, sous le règne de la reine Hatshepsut,
la reine Hatshepsut a gardé un récit d'un voyage, justement, et les marins qui sont donc descendus dans cette région évoquent le moment où le soleil se lève de l'autre côté de celui auquel il se lève habituellement, parce qu'ils ont passé le cap de Bonne-Espérance et ils remontent de l'autre côté. Et par conséquent, pour eux, le soleil a changé de direction. Et ils remontent donc dans l'océan Indien, passent au large de Madagascar, entre Madagascar et l'Afrique, rejoignent la région d'Ouganda, la mer Rouge, et puis arrivent ici donc dans le golfe de Suez. Ça, c'est donc le développement de la marine phénicienne et égyptienne. Les Égyptiens vont être tributaires des Phéniciens pour ce qui est de la navigation. Et dès l'Ancien Empire, nous avons vu la navigation égyptienne est extrêmement développée. Elle va connaître un bond en avant formidable donc à l'époque du Moyen Empire et aussi à l'époque du Nouvel Empire. À l'époque du Nouvel Empire, il y a donc deux axes, si vous voulez, du commerce égyptien. L'axe donc Méditerranée, direction donc tout le monde méditerranéen, si vous voulez, et puis l'axe mer Rouge en direction du sud. Direction du sud qui permet donc d'atteindre essentiellement l'Ouganda, mais aussi assez tôt, les Égyptiens découvrent l'Inde. Il y a un commerce qui s'établit avec l'Inde. Bon, il y a un autre problème qui se pose, qui est celui justement de savoir si les Phéniciens auraient éventuellement découvert l'Amérique. Il y a des indices qui laisseraient supposer que ça a été le cas. Et notamment, on a découvert dans le Tennessee, dans l'état du Tennessee, on a découvert des inscriptions phéniciennes qui datent de cette période-là. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que s'il y a eu véritablement liaison avec le Nouveau Monde, ce dernier était l'objet de liaisons régulières. À aucune période de l'histoire, semble-t-il. Je pense que c'était occasionnellement qu'il y a eu donc peut-être des gens qui ont dérivé, bon, enfin, c'est pas trop. En tout cas, les sources historiques ne parlent pas l'Amérique. Maintenant, il y a donc, si vous voulez, ce commerce qui se fait avec, ici, le monde méditerranéen, et puis le monde océan Indien, donc jusqu'en Inde, avec les richesses de l'Inde, les richesses de ce qu'on appelle l'Arabie heureuse, c'est-à-dire la région d'Aden, que la Bible appelle Séba, Dédan, etc., qui sont des régions riches à cette période-là. Et très vite, si vous voulez, il y a des échanges. Il y a des échanges qui se font entre la Méditerranée et ce monde-là, ce monde sud-arabique, indien, éthiopien, africain, grosso modo. Bon. Aujourd'hui, pour faire communiquer les deux mondes, nous avons le canal de Suez. C'est pas que les anciens n'aient pas pensé à creuser un canal. Tout au long de l'histoire, il y a eu plusieurs tentatives. Et justement, la reine Hatshepsut nous raconte dans ses mémoires qu'elle avait creusé une espèce de canal de Suez avant la lettre, non pas que les bateaux pouvaient flotter, mais il y avait des espèces de rondins sur lesquels on halait les bateaux à sec. Bon, c'était pas très pratique quand même, il faut bien le connaître. Alors, ce qu'on faisait en général, d'ailleurs ça n'a pas été en vigueur très longtemps, c'est qu'on faisait transiter les marchandises par caravane. Mais finalement, ce qui était le plus intéressant, c'était que ces richesses soient redistribuées à partir justement des Phéniciens, qui avaient le monopole du commerce en Méditerranée. Les Égyptiens n'ont jamais eu un commerce maritime très développé à partir du delta. Donc il fallait communiquer avec la région de la Phénicie. Et comment on faisait? Il n'y avait pas 36 solutions. Hein. On mettait les richesses qui arrivaient à Eilat ou à Suez sur des caravanes et on les expédiait par caravane jusqu'à Gval et vice-versa. Quand arrivaient à Gval ou à Tyr ou à Sidon des richesses qui venaient de Grèce, de Rome, etc., elles étaient redistribuées ici en Inde, éventuellement, en transitant ici par Israël.
Donc Israël est non seulement un pont entre les continents, entre l'Asie et l'Afrique, mais un pont entre les mers, entre le système Atlantique-Méditerranée et le système mer Rouge, océan Indien. Autrement dit, Israël est, de par sa position, un canal de Suez terrestre, si vous me comprenez. Et finalement, Israël a connu une période de grandeur dans son histoire dans trois périodes. Quand les rois qui ont dominé sur Israël ont été assez sages pour comprendre le parti qu'ils pouvaient tirer de cette situation exceptionnelle. Le premier de ces rois, vous allez me dire tout de suite tous en chœur, c'était évidemment Salomon, qui s'est allié avec Hiram, roi de Tyr, déjà son père l'avait fait, qui était la grande puissance maritime phénicienne de l'époque, pour construire des navires de Tarshish, c'est-à-dire des navires marchands, à Élat, qu'il avait prise sur les Édomites. Il avait créé toute une route ici avec des stations pour les caravanes, etc., pour le transport de marchandises. Et les navires, avec les marins tyriens, partaient des Tsion-Gever en direction de l'Ouganda, c'est-à-dire le pays d'Ophir, l'Arabie et l'Inde. Et ils revenaient par le même chemin, et les marchandises étaient ensuite redistribuées par caravane jusqu'à Tyr. Bien entendu, la traversée du territoire israélite ne se faisait pas gratis. Salomon prenait une taxe sur les marchandises qui traversaient son royaume. Alors vous comprenez que ça finissait par rapporter. Bon, il a développé aussi le port de Jaffa, qui était le port de Jérusalem. Deuxième époque, c'était l'époque de Josaphat, qui lui aussi s'est allié avec Akab, qui était lui-même allié avec Tyr, pour reconstituer, et il a construit une flotte aussi là-bas à Etzem-Geber. Et le troisième roi, c'est Osias de Juda, qui lui aussi donc a accompli la même politique. C'est dans l'ordre inverse d'ailleurs. Bon, voilà, donc si vous voulez, aujourd'hui ça joue encore. Israël, comme le disait Kipling, c'est la boucle de la ceinture qui enserre le monde. C'est ce qu'avait compris Napoléon Bonaparte en 1799, quand il a essayé de s'emparer de cette région. Il avait le rêve de Bonaparte était un rêve incroyable. C'était de devenir le nouvel Alexandre le Grand. Il pensait justement, à partir de la conquête de ce qu'on appelait à cette époque-là la Palestine, pousser jusqu'en Inde. C'était son but. Prendre l'Empire ottoman à revers, arriver à Constantinople, par ce moyen-là, renverser le sultan, mettre fin à l'Empire ottoman, et de là foncer sur l'Inde. Les canons de Djezar Pacha à Akko ont mis fin au rêve. Et du coup, Napoléon s'est rabattu sur l'Europe. Mais sa première idée, c'était l'Orient. C'était l'Orient. Et depuis, le Quai d'Orsay continue à rêver de l'Orient. D'où les gesticulations des messieurs Védrine, Villepin et autres consorts, n'est-ce pas, qui ont toujours le mirage de l'Orient qui animait Napoléon et qui animait tous les grands conquérants. Parce que on constate une chose dans l'histoire, que tous les empires qui se sont succédés sur la planète ont cherché à contrôler le pays d'Israël. C'est pourquoi le pays d'Israël, non seulement est une voie de passage, et ça a des conséquences importantes aussi sur le plan culturel. Parce que les marchands, n'est-ce pas, Joël, sont aussi ceux qui transportent des idées. Ils ne transportent pas seulement des marchandises, mais ils transportent des idées. Les idées nouvelles sont transportées par les marchands. Il ne faut pas oublier que Paul, par exemple, était un faiseur de tentes, un marchand d'une certaine manière. Et bon, dans les échoppes des marchands, c'était pas comme aujourd'hui, où, comme disait Astérix, les gens se servent eux-mêmes, ça évite des discussions assommantes avec les marchands. Pendant ce temps-là, il y a la somme du pirate. Mais au contraire, on discutait avec les marchands. Et par conséquent, ici, sur le plan culturel, le pays d'Israël a toujours été un melting pot formidable. C'est pas sans raison que, comme dit la Bible, de Sion sortira la Torah.
Et en même temps, ça explique aussi les difficultés des Israélites quand ils sont arrivés d'Égypte. Ils étaient au confluent de toutes les influences religieuses, culturelles qu'il y avait dans le monde antique. Tout se retrouvait là. D'ailleurs, la population du pays de Canaan, quand les Israélites y rentrent, est composée des 7 peuples de Canaan. D'ailleurs, la liste n'est pas toujours la même dans les villes bibliques. 7, c'est la plénitude. Les Cananéens, ce qu'on appelle les Cananéens, c'est un conglomérat de toutes sortes de populations qui sont venues s'installer là. Il n'y a pas de civilisation cananéenne, ça n'existe pas. Chacun est là avec son peuple, avec sa langue, avec tout ça. C'est comme ce qu'on appelle les Palestiniens aujourd'hui, c'est pareil. Il n'y a jamais eu de peuple palestinien. Il y a eu un brassage de population incroyable dans cette région-là. Bon. Parce que justement, à cause de sa position géographique, vous ne pouvez pas créer ici, à cause de l'influence de ces deux empires, vous ne pouvez pas créer un État indépendant dans cet endroit-là. Parce que ce pays-là va être convoité par les deux empires. Qui, à cause des routes, c'est pas qu'il est riche, il n'y a rien. Oh, il y a un peu de bitume, mais enfin bon, ça c'est pas quand même essentiel, si j'ose dire. Mais ce qui fait l'importance du pays de Canaan, c'est qu'il est ce carrefour de routes et ce pont entre les océans. Parce que qui contrôle le pays d'Israël contrôle le Moyen-Orient tout entier. Alors les empires cherchent à contrôler Israël. Et non seulement Israël est un carrefour d'échange, un carrefour où bouillonnent les idées, où bouillonnent les peuples, c'est un champ de bataille. Sa vocation est d'être un champ de bataille. Et on ne peut pas échapper à cette réalité. Israël, dans son histoire, depuis les origines, a toujours été un champ de bataille et le sera jusqu'à la venue du Messie. Et ça vous explique aussi la situation actuelle, la géostratégie. Et le problème d'Israël, c'est qu'étant un petit pays par nature, il ne peut pas tenir tête aux grands empires. Et il est constamment amené à être tantôt sous l'influence d'une civilisation ou d'une autre. Je veux dire, pendant toute la première partie de l'histoire ancienne, Israël va être sous l'influence de l'Égypte. Puis dans la deuxième partie, il sera sous l'influence de la Mésopotamie, la Syrie, puis l'Empire chaldéen, puis l'Empire d'Alexandre. Et l'Empire d'Alexandre qui justement se divise en quatre, mais essentiellement en deux. Les Ptolémées en Égypte et l'Agide en Mésopotamie, va être le champ de bataille de ces guerres entre ces deux empires. Dans la première partie, aussi après la mort d'Alexandre, il est sous la domination de l'Agide, des Ptolémées, ce que le livre de Daniel appelle le royaume du Sud. Alors, vous savez, c'est comme disait un brave frère canadien quand il lisait le prophète Daniel, le royaume du Sud, c'est les États-Unis. Pardon, un frère des États-Unis, le royaume du Sud, c'est le Mexique, et le royaume du Nord, c'est le Canada. Donc il attendait une invasion des Canadiens sur les États-Unis. Bon. Non, le royaume du Sud, c'est l'Égypte, le royaume du Nord, c'est la Syrie. Et dans la deuxième partie, après Ptolémée III, la bataille de 160 avant Jésus-Christ, le pays d'Israël tombe sous l'influence de la Mésopotamie. Et ça, c'est une période terrible pour le peuple d'Israël, parce qu'il est constamment ravagé par les uns comme par les autres. Bon, à l'époque romaine, évidemment, c'est autre chose, parce que l'empire est global. Donc, le pays d'Israël connaît une période de paix. Mais quand le peuple d'Israël se rebelle contre Rome, les Romains sont prêts à tout pour écraser la rébellion parce qu'il leur faut absolument contrôler cette région. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre le contrôle du pays d'Israël. D'où justement les deux terribles révoltes juives et les terribles répressions qui vont en suivre ensuite. Bon, qu'est-ce qu'on a ensuite les Arabes font la même chose. Les Arabes vont... C'est pas que ça les intéresse, ce pays-là, sur le plan économique, mais sur le plan des liaisons entre les deux parties de leur empire, l'empire donc asiatique et l'empire africain, avec ensuite l'Afrique du Nord, la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, tout ça,
Et le pays d'Israël est essentiel. Ils ne peuvent pas se permettre de le perdre. Et aujourd'hui, le monde, Israël, coupe le monde arabe en deux. Le monde africain est coupé du monde asiatique par la seule présence de l'État d'Israël. Et ça, les Arabes ne peuvent pas l'admettre, ne peuvent pas l'accepter. C'est pour ça, dès l'End d'Israël, il faut qu'Israël disparaisse. Pas le jeu de la géopolitique. Bon. Maintenant, on a dit une chose très intéressante, n'est-ce pas? C'est que, à cause de l'exiguïté du territoire et au contraire de l'étendue des deux autres empires, n'est-ce pas, le pays d'Israël ne peut pas être véritablement indépendant. Il est, à cause de cette situation-là, un pays, comme le dit la Bible, qui dévore ses habitants. Et finalement, les prophètes ont dit une chose très importante. Pour pouvoir être un État indépendant dans cet endroit-là, il faut plus que la force des armes. Il faut une force spirituelle et morale. Et on constate finalement dans l'histoire qu'il n'y a jamais eu dans cette région de pays indépendant, si ce n'est les deux royaumes juifs, c'est-à-dire le premier royaume, et puis ensuite, après le retour de l'exil et la révolte des Maccabées, et puis le royaume des croisés. Parce que les Israélites, quand ils sont arrivés dans le pays sous la direction de Josué, avaient avec la Torah une arme spirituelle énorme. Ils avaient, comment dirais-je, une force spirituelle qui était capable de surmonter la force des armes. Vous avez remarqué aussi une chose, c'est pour que subsister dans ce pays, quand vous lisez la Bible, le peuple d'Israël a toujours été en guerre. Et à partir du moment où les Israélites perdent cette force spirituelle, qui est la foi au Dieu unique, le respect de la Torah, quand ils deviennent comme les autres nations, se passe ce que Moïse avait annoncé, le pays vous vomira comme il a vomi les autres nations. Et c'est l'exil. Israël ayant perdu sa force spirituelle, la force des armes, elle ne peut rien. Les autres pays sont beaucoup plus puissants. Et les pays qui remplacent Israël n'ont pas la force morale de créer un État indépendant. Il n'y a jamais eu d'État indépendant arabe. Il n'y a jamais eu d'État palestinien, contrairement à ce que la propagande arabe nous fait croire aujourd'hui. Jamais. Jamais. Et finalement, le pays d'Israël était pour les empires une province perdue, essentielle pour les communications, on en parlait tout à l'heure, mais c'est tout. Il n'y avait aucun autre intérêt. Pourquoi elle s'appauvrissait quand elle n'était pas sous la domination de ses légitimes propriétaires? Autre exception, les croisés. Les croisés n'étaient pas des parangons de vertu, n'étaient pas du tout des gens particulièrement recommandables, mais il faut reconnaître que dans la première croisade en particulier, ils étaient motivés spirituellement. Et là, justement, ils avaient ce qu'avaient les Israélites quand ils sont entrés dans le pays promis. Ils avaient une force spirituelle à laquelle leurs ennemis n'ont pas pu résister. C'est la raison pour laquelle, pendant 2 siècles, les croisés ont réussi à créer en Israël un État indépendant. Mais quand ils ont connu le même processus que les deux royaumes juifs, eh bien, ils ont connu le même sort. Quand ils ont perdu leur motivation spirituelle, quand les chevaliers n'ont plus d'autre intérêt que les grandes seigneuries, les richesses, etc., eh bien, ils ont été vomis par le pays, comme le pays avait vomi les Israélites, il a vomi les croisés. Ça, ce sont des lois spirituelles et géostratégiques à laquelle il est impossible d'échapper. Et par conséquent, nous avons ici cette idée, donc, c'est qu'il n'y a pas de paix possible dans le pays d'Israël. Et pourtant, ce qui est la caractéristique du message biblique, c'est la vision de la paix. La vision de la paix des prophètes, la vision de la paix de Jésus, le prince de paix, etc. Et les prophètes se sont mis à rêver de cette réalité dont le peuple d'Israël a été constamment privé. La paix. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, on n'apprendra plus la guerre. Le loup habitera avec l'agneau, etc. Enfin, c'est incroyable que cette vision de la paix universelle ait pu naître dans ce pays-là. Rien que ça, c'est un miracle de l'inspiration.
Et là, justement, la paix, en hébreu, le shalom, vous savez, on a souvent dit ça, c'est beaucoup plus que l'absence de guerre. C'est la perfection, c'est l'absence de tout ce qui opprime, de tout ce qui est asservissement, c'est le bonheur parfait, c'est le salut. Et le salut, ça implique une chose, c'est que le dernier ennemi soit aussi vaincu, la mort. Et là, les Israélites sont les premiers aussi à parler de la résurrection des morts. Les Égyptiens croyaient en une survie après la mort, la plupart des peuples aussi. Mais jamais personne n'a été assez fou, assez audacieux pour dire que les morts pouvaient ressusciter. Les prophètes d'Israël ont eu cette audace, si j'ose dire, animés qu'ils étaient par le Saint-Esprit. Ils ont dit, la paix véritable ne pourra pas venir aussi longtemps que la mort ne sera pas vaincue. Ésaïe 26, sur cette montagne de Sion, montagne de Jérusalem, le Seigneur anéantit le voile qui recouvre tous les peuples. Le Seigneur anéantit la mort pour toujours. Il fait sur cette montagne pour tous les peuples un festin de mets rares et succulents, etc. Et il anéantit ce voile qui recouvre tous les peuples. Il anéantit la mort pour toujours. Alors justement parce que dans ce pays, il ne peut pas avoir de paix. Quand il y aura la paix dans ce pays, il y aura la paix dans le monde entier. Et c'est ce qu'ont bien compris les nations, qui veulent absolument imposer la paix au Moyen-Orient. Parce qu'elles ont fait la même analyse, parce qu'elles savent bien que si on parvient à faire la paix dans cette région, eh bien, le monde entier sera en paix. Ce sera l'âge d'or. Ce sera l'âge messianique. Et alors, justement, le but des nations, c'est d'instaurer dans le Haut-Moyen-Orient la paix sans Dieu, leur paix à eux, leur messianisme à eux, leur paradis à eux. Et Dieu dit, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Ils disent paix, paix, mais il n'y a pas de paix, car la paix ne viendra que de Dieu, ne viendra que quand Israël d'abord, et les nations ensuite se tourneront vers Dieu. Et Dieu enverra le Sar Shalom, le prince de la paix, le Messie, qui justement établira la paix sur la montagne sainte. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte. Voilà. Alors voyez-vous ici, on est à la fois en archéologie, dans l'histoire, dans la géopolitique, dans l'actualité et dans l'eschatologie, dans le futur. Et vous comprenez ici pourquoi Israël est la clé de tout ça. Israël est le point focal où tout ça converge. L'histoire, l'archéologie, la géopolitique, l'actualité, et finalement les choses à venir, l'eschatologie. Tout ça, c'est là, c'est la raison pour laquelle finalement, quand on refuse de prendre en considération la place qu'a Israël dans la Bible, finalement, pourquoi Israël a-t-il une telle place dans la Bible? Je crois qu'il n'a pas besoin d'être un grand connaisseur de la Bible pour se rendre compte de l'importance qu'a le pays d'Israël quand on lit la Bible. Mais à cause de tout ça, parce que c'est là que tout commence, c'est là que tout se joue, et c'est là que tout finit. Comme le Seigneur le dit, c'est dans ce lieu-là que je donnerai la paix. Prophète Agé. Alors voilà, si vous voulez, donc ça explique un petit peu l'archéologie du pays d'Israël aussi. Maintenant, après ce long détour, il me reste 5 minutes, je reviens à l'archéologie. Donc, l'archéologie du pays d'Israël et son histoire sont dépendantes de l'histoire de ses voisins, pour des raisons évidentes sur lesquelles, évidemment, je ne reviens pas, puisqu'on le comprend facilement. Et alors, justement, l'histoire du pays d'Israël colle exactement à ce synchronisme entre l'Égypte et la Mésopotamie. Et en archéologie, on fait donc un tableau synoptique, ça veut dire qui met en parallèle l'Égypte d'un côté, la Mésopotamie de l'autre, et entre deux, le pays d'Israël. Bon, l'histoire du pays d'Israël commence... bon, là on fait une différence, si vous voulez, entre la paléontologie et puis l'archéologie. En principe, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. On découvre des objets matériels. Mais si vous voulez, les paléontologues et les archéologues sont deux spécialités différentes. Qu'est-ce qui les différencie?
c'est que les archéologues s'occupent de l'époque historique. Ça veut dire de l'époque où apparaissent les premiers documents écrits. Tout ce qui est avant appartient au domaine de la paléontologie. Bon, selon les doctrines officielles, vous le savez, c'est par millions d'années qu'il faut compter donc l'histoire de l'humanité, etc. Bon, n'entrant pas dans l'étude de la paléontologie, on fera pas du tout, on ne s'arrêtera pas du tout sur ce genre de problème-là. On en a traité dans d'autres cadres, je n'y reviens pas. Les origines de l'humanité remontent vraisemblablement, ne remontent pas, je dirais plus exactement, beaucoup au-delà de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Bon, la chronologie biblique est très difficile à reconstituer parce que les documents ne nous donnent pas, avant David, toujours les mêmes durées. Et même, si vous voulez, les différents manuscrits, par exemple d'un manuscrit à un autre, si vous prenez le texte massorétique, il vous donne des durées de vie des patriarches différentes de ceux que vous trouvez dans les Septante. Vous trouvez aussi, entre le codex de Léningrad et le codex d'Alep, des différences. Vous trouvez entre l'Ancien et le Nouveau Testament, par exemple la généalogie de Luc qui remonte jusqu'à Adam, vous trouvez aussi des différences. Donc, si vous voulez, il peut y avoir dans les généalogies de la Bible des chaînons manquants. Si bien que on arrive en prenant, par exemple, les textes les plus courts de la Bible à une chronologie dite courte, on arriverait en 4004 avant Jésus-Christ pour la création du monde. On peut remonter facilement en prenant d'autres documents jusqu'à 8000 ans avant Jésus-Christ. Et on peut penser qu'on peut même aller un peu au-delà. Bon. Cette période a laissé des traces archéologiques, effectivement, dans le pays d'Israël et dans le Moyen-Orient de manière générale. C'est ce que l'on appelle, ce qui est la frontière entre l'archéologie et la paléontologie, l'époque néolithique. Elle est représentée en Israël par ce qu'on appelle la civilisation natoufienne. La civilisation natoufienne est une civilisation qu'on trouve essentiellement dans les grottes du Carmel, versant oriental du Carmel, qu'on trouve dans le désert du Negev, la région du nord de la mer Morte, qu'on appelle la région de Talat el-Khassoul, et qui est peut-être à voir d'ailleurs avec la Jéricho biblique, ça, il y a toutes sortes de théories aussi là-dessus, et d'autres endroits. Cette civilisation est une civilisation qui a déjà atteint vraisemblablement un niveau assez élevé. Et Israël, bon, je vais m'arrêter là parce que le temps est passé. Faites-moi penser la prochaine fois donc de parler de la civilisation natoufienne. Hein, ce sera donc là qu'on reprendra la prochaine fois. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ? Gilles, tu as une question ? Est-ce qu'il y avait tous les dolmens qu'on trouve en Syrie, C'est un peu plus tard, ça. C'est un peu plus tard que la civilisation natoufienne. Ça, c'est ce qu'on appelle l'époque chalcolithique, c'est-à-dire 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et effectivement, il y a correspondance, on retrouve de ces dolmens-là sur le Golan en particulier. Sur le Golan et en Transjordanie, mais surtout sur le Golan. Et donc dans toutes les régions côtières qui vont donc depuis l'Espagne jusqu'en Scandinavie, quoi, en passant par nos côtes, l'Irlande, l'Écosse, etc., quoi. Et déjà, c'est très intéressant, il y a Jules César dans La guerre des Gaules qui nous dit que les Gaulois, aussi loin que remonter leurs souvenirs, avaient des contacts avec le Moyen-Orient. Ils étaient en relation, enfin, ils étaient issus d'une civilisation qui avait ses origines au Moyen-Orient. César dit ça dans La guerre des Gaules. Et finalement, l'archéologue israélienne qui était d'origine française, Madame Claire Epstein, qui est décédée il y a quelques années, qui a beaucoup travaillé justement sur les dolmens du Golan, quoi, est arrivée à la conclusion que cette tradition était vraisemblablement exacte. Et bon, on verra ça la prochaine fois aussi quand on parlera des Natoufiens, mais enfin ça c'est une période encore plus ancienne.
Mais finalement, la Bible nous parle dans toute cette région-là, donc du Golan, qui était la région du royaume d'Og, roi du Bashan. Ça s'appelait le Bashan à l'époque de l'Ancien Testament, et dans le Nouveau, ça s'appelle le Golan, de la ville de Golan en Bashan. Hein. Donc, Og était roi du Bashan. C'était un des derniers de la race des Anakim, de la race des géants, dit la Bible. Et même, on montrait encore, à l'époque où les textes bibliques ont été écrits, son lit, qui était un lit énorme. Et vous savez qu'un des problèmes qui se pose encore aujourd'hui pour les archéologues, même dans nos régions, c'est de savoir comment ces énormes blocs de pierrailles ont pu être transportés sur des distances énormes. Ça, c'est une énigme qui n'est pas résolue. Bon, les gens, là, la réponse est assez intéressante. Et nous allons voir justement que déjà donc, alors, l'époque chalcolithique, ce sont les derniers des géants, les restes des géants. Il en restait encore quelques-uns, mais ils avaient disparu pour la plupart d'entre eux parce qu'ils dataient justement de l'époque natoufienne. À l'époque natoufienne, nous allons voir que, par exemple, la Jéricho natoufienne avait des fortifications absolument gigantesques. Mais on a trouvé les squelettes des gens de cette période-là. C'était des gens qui étaient comme nous, quoi. Seulement, ils avaient dû construire des fortifications gigantesques pour se défendre contre un ennemi terrible. Quel était cet ennemi? Kadine pense justement que ça a à voir aussi avec ce que la Bible nous dit des géants. Mais ça, c'est la dernière époque des géants, c'est les derniers, quoi. Là, ils ont déjà disparu pour la plupart d'entre eux, quoi. Bon, ils ont disparu au déluge, la Bible nous le dit. Mais certains ont réussi à survivre. Comment d'ailleurs? Ayant disparu au déluge. Est-ce qu'il y avait une autre race de géants qui est née après le déluge? Énigme. Pas de réponse. Je vais demander à Palégo, tiens ça. Il a peut-être réfléchi sur la question. Bon, eh bien on va se tenir là pour ce soir alors.